Bonsoir à tous. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de notre cher ami Denis Malice. Bonsoir Denis. Et bonjour Myriam, bonjour et toujours ravi de te retrouver, plein Et, d'enthousiasme. eh bien oui, on se retrouve pour notre quatrième inspiration du moment selon Zangpo. Donc Zangpo, c'est ton deuxième nom, ton nom bouddhiste. Et donc voilà, nous partageons tous les mois à peu près une inspiration issue de ton livre Méditation, la simplicité d'être aux éditions Mama Édition, mais également des inspirations qui nous viennent au fil des émissions. Alors aujourd'hui, Denis, j'aurais aimé qu'on aborde un sujet qui te tient à cœur, qui fait fortement polémique d'ailleurs dans notre société, et pourtant, quand on t'entend en parler, c'est un tout autre regard. Et moi, j'aime bien, comme il est dit dans un livre que j'affectionne particulièrement, Les dialogues avec l'ange, je préfère augmenter la lumière que participer aux ténèbres. Et donc, voilà, donc la lumière, c'est de voir la beauté de ce que tu vis auprès de ton maître spirituel qui s'appelle Shotpa Lama Rinpoche, pour qui tu as même construit un centre à Perpignan et avec qui tu es aujourd'hui actif en train de travailler. Voilà. Alors Denis, est-ce que tu pourrais nous partager déjà ta première rencontre avec Shotpa Lama Rinpoche? Oui, merci en tout cas de me laisser cette possibilité-là. Effectivement, la thématique du maître, du mot gourou, hein, c'est un mot qui est un petit peu déformé en Occident et qui est pourtant un mot très noble et très précieux hein, dans les pays asiatiques comme l'Inde, le Népal, le Tibet, entre autres. Oui, ma relation avec Chopin Lamar Rinpoche est une relation surprenante pour moi au départ et après où j'en ai compris le sens au fil du temps. Dans la relation au maître, effectivement, en Occident, c'est assez mal compris à cause de mauvais exemples qu'il y a eu à travers depuis quelques décennies, hein, où l'appellation, où le gourou, la notion de gourou a pris une place pas très vertueuse, alors elle est remplie de sacré, de divin et de connaissances. Et j'ai rencontré Chopalama Rinpoche il y a à peu près 17 ou 18 ans. Et ça a été une rencontre qui se poursuit toujours, qui se bonifie de jour en jour, qui s'approfondit de jour en jour. Et je vais peut-être en parler plus en détail dans le fil de ce podcast. Et oui, tu l'as rencontré alors que tu étais déjà, tu nous en avais un peu parlé dans la toute première émission, tu étais déjà en quête personnelle, tu avais déjà commencé le yoga, tu avais découvert la méditation bouddhiste et tu avais déjà eu un premier instructeur, si on peut dire, premier maître avant, qui t'a peut-être préparé à cette rencontre. Oui, effectivement, j'ai été bien investi pendant quelques années au temple de l'Érabling, hein, du défunt maître Sogyal Rinpoche, le maître qui a écrit le livre tibétain de la vie et de la mort. Donc j'ai passé quelques années avec beaucoup de processus de longue retraite et qui m'a permis d'asseoir une certaine connaissance sur le processus de ce qu'est la vie et ce qu'est cette appellation d'esprit, le processus émotionnel, etc. Donc là, vraiment, j'ai été béni d'avoir fait cette rencontre-là. Et en deuxième temps, donc avec mon frère de cœur Jean-Philippe, on a rencontré Chopa Lama Rinpoche, issu d'une famille de yogis tibétains, de père en fils. J'ai eu la chance personnellement de rencontrer son père, et qui était également son maître, entre guillemets, mais son père de sang en plus. Et quand j'ai rencontré ce maître et quand j'ai pu vérifier, entre guillemets, d'où il venait en rencontrant son père dans son monastère en Inde du Sud, là, j'ai une confiance totale qui s'est installée assez rapidement.
mais pas une confiance naïve, pas une confiance aveugle, une confiance avec beaucoup de discernement, en fait. Et au fil du temps, au fil des années, ça m'a permis de maintenant de percevoir que j'avais raison d'avoir confiance parce que mon processus de vie, en tout cas le mien, mon expérience de vie s'est complètement transformée et je bénis chaque jour qui passe d'avoir fait cette rencontre avec Chopala Rinpoche. Ah oui, effectivement, Voilà. c'est une toute autre, un tout autre regard et une toute autre façon d'en parler. Et, euh, et donc, à partir de ce moment-là, quand tu as su que tu avais trouvé quelqu'un qui pouvait finalement guider tes pas, est-ce que comment ça se passe une relation comme cela? Parce que les gens ont l'impression que les personnes qui s'en remettent à un accompagnant spirituel perdent leur liberté. Et je pense que c'est une grande illusion. Et alors c'est une grande illusion, mais je peux comprendre, hein, parce que quand on n'a pas la compréhension de de ce qu'est la relation au maître, je peux le comprendre, et surtout que moi j'ai été très vigilant au départ, forcément, et heureusement que j'ai été vigilant, parce que quand on est vigilant, ça nous permet de vérifier, hein. On n'est pas là pour être naïf, on n'est pas là pour être stupide non plus. On est là, quand on s'engage avec un maître, c'est un peu un processus d'autonomie, hein, parce que la qualité du maître, hein, quand on rencontre un maître, c'est pourquoi en fait, c'est pour renforcer l'autonomie, c'est pour diminuer la dépendance, alors que l'on croit le contraire, mais c'est vraiment pour diminuer la dépendance, c'est pour clarifier l'esprit, hein, pour le dire simplement, c'est pour libérer au lieu d'enfermer. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est pour et dissoudre nos peurs, en fait. Et cela, le maître authentique, je parle pas de maître qui se proclame maître, hein, mais de maître authentique qui ont reçu toutes les transmissions nécessaires et qui sont reconnus comme tels, permet tout cela, hein, c'est-à-dire l'autonomie, cette clarification, cette perte de dépendance de tout quoi que ce soit et de libération. Et ça, c'est magique. Et tout cela, ça peut paraître bizarre, mais ça se construit quand on apprend il y a cette fameuse expression en Occident où on parle de lâcher prise. Donc tout le monde en parle, mais très peu savent vraiment, fait très peu. Je ne veux pas me mettre au-dessus de qui que ce soit, mais c'est très mal compris également le lâcher prise. C'est au-delà de lâcher prise, c'est oser s'abandonner. Et quand on ose s'abandonner, ça veut dire que c'est un signe de confiance et pas de peur. Et quand on ose s'abandonner à une autorité spirituelle qui n'est pas là pour décider sa propre vie, mais qui nous permet de pouvoir travailler en profondeur sur comment dirais-je, nos, nos aspects duels, hein. On parle de l'ego, hein, nos perceptions erronées, nos concepts, nos émotions, etc. Et le maître permet cela. Et le maître, j'allais presque dire, ne permet que cela, mais permet tout cela. Et oui, et la notion du maître en Occident, elle est mal comprise et voire elle peut faire peur. Je peux comprendre pourquoi, hein, à cause malheureusement de dérives, hein. Mais là, moi, ce que je veux parler, c'est du maître authentique, hein. Et c'est bien de rajouter le mot authentique, parce que ça change tout. Merci Denis. Je te propose une première pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après pour continuer cette inspiration du moment selon Zangpo. À tout de suite. Myriam avec vous pour une inspiration du moment avec Zangpo, c'est-à-dire avec Denis Malice. Et aujourd'hui, c'est notre quatrième inspiration d'ailleurs du moment. Et aujourd'hui, nous explorons la relation maître-élève. Et donc, tu mettais l'accent sur le fait que elle était possible que si le maître était authentique. Mais j'allais te dire aussi, Denis, il faut aussi que l'élève soit quelque part, entre guillemets, authentique. Est-ce que il n'y a pas quelque chose à devenir élève? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas un état intérieur être élève? Oui, alors là, tu ouvres un sujet qui est vaste également.
Alors, l'authenticité du maître, elle est primordiale. L'authenticité de l'élève, à mon avis, elle se mesure par cette notion de motivation, hein. En fait, pourquoi on s'engage sur le chemin? C'est bien de se poser la question. Pourquoi on pratique de la méditation? Pourquoi on rencontre le bouddhisme ou une autre spiritualité? Pourquoi on fait du yoga, etc. Je pense que c'est nécessaire de réveiller sa motivation. Sinon, on va s'impliquer dans un processus où on n'a pas tiré comment dirais-je, on n'a pas éclairé son chemin avec pourquoi je m'engage dans telle direction, parce que c'est pas neutre du tout de s'engager avec, donc bien sûr sur un chemin spirituel déjà, mais on peut s'engager sur un chemin spirituel sans avoir de maître, juste à travers des enseignements, aller faire des stages, etc. Ça, j'allais dire, c'est relativement facile et confortable, parce qu'il n'y a personne pour Mm, le remettre en question. c'est ça. Alors que quand on est avec le maître, avec la proximité du maître, et d'autant plus, j'allais dire, avec un maître de Vajra, un maître du bouddhisme tibétain, hein, on appelle ça le Vajrayana, ce sont des maîtres d'activité qui, en fait, sont pas là pour nous raconter des histoires, des histoires, enfin, pour nous flatter tous les jours. Et ils sont justement là pour transmettre un cadre, transmettre une éthique, pour transmettre, ils nous encouragent à l'expérience, mais ils sont surtout là pour casser cette fameuse notion d'ego. Oui, Donc, toutes nos fragilités, le maître les révèle de suite, hein, les relève de suite, et de suite vient trancher, 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 trancher. Et quand quelqu'un vient trancher son propre processus qui dure depuis 30, 40, 50 ans, voire plus pour d'autres personnes, c'est pas confortable du tout. Mais oui. par contre, c'est nécessaire. Eh oui, eh oui. Et oui, et c'est peut-être dans cet inconfort que se passent, et oui, des crises, des rébellions, et qui fait qu'après, ben, on a tendance à retenir. C'est comme par exemple un patient qui est insatisfait d'un docteur et qui va le mettre un avis négatif sur les réseaux. Je veux dire, voilà, on a tendance à écouter dans notre société tous ceux qui sont, entre guillemets, pas contents et qui râlent. Et on oublie d'écouter ceux qui, comme toi, transmettent autre chose et carrément l'inverse de ce qui est cru, des idées reçues. Et pour moi, c'est très très Ouais, important ton retour. oui, Myriam, mais tu prends l'exemple du docteur et Rinpoché, parce que les maîtres, en tout cas, je vais parler de maîtres que je connais, tibétains, sont très directs, mais ils ont beaucoup d'humour en fait, hein. Donc ils connaissent, hein, ils connaissent comment fonctionne la mécanique de l'esprit. Ils connaissent aussi nous, les Occidentaux, qui a une façon d'appréhender la vie, la spiritualité de façon différente que dans leur propre pays. Et à propos des médecins, par exemple, de la médecine, ils disent que, en fait, ils se sont dit, moi, je suis un médecin de l'esprit. Quand on va chez le médecin va nous donner une ordonnance, va nous donner les médicaments dont on a besoin, pas forcément ce que l'on a choisi nous, et ce que l'on veut nous, mais il va nous donner ce qu'on a besoin. Ah oui, Et le maître authentique va nous transmettre, va nous donner, va nous proposer ce qu'on a besoin et pas forcément ce que l'on veut. Et ça change tout. Parce oui, qu'entre ce que l'on veut, ce que l'on désire, ce qu'on a besoin, il y a quelquefois un monde de différence. Et ce qu'on a besoin, c'est pas forcément quelque chose de très doux, de très confortable, de très. mhm, On a besoin peut-être de réveiller des vieilles tendances oui, habituelles, des habitudes qui nous limitent, qui nous oui, enferment. Et pour cela, il y a des méthodes. oui. D'ailleurs, Rinpoché s'amuse à dire en anglais choice, mais, méditation ou médication. Non, médication ou méditation, hein. C'est médicament ou méditation. Ah En oui, anglais, ça peut se dire qu'en anglais, en fait, ah hein. oui, ah oui, ah Mais oui. Ah oui. Et puis on a besoin de vérité finalement. C'est ce qui nous renvoie. Un miroir de vérité sur nous-mêmes. exactement, c'est vraiment un miroir de vérité sur nous-mêmes et rien d'autre, et rien d'autre. Donc, on n'est pas là pour se raconter des histoires. Voilà, on est là pour aller pour trancher. D'ailleurs, le Vajra, c'est l'aspect indestructible, hein. C'est fait vraiment. On est là, c'est la voie directe, hein. C'est trancher, trancher nos peurs, trancher nos doutes, trancher nos limitations, trancher nos conflits intérieurs, trancher nos émotions conflictuelles. C'est trancher l'attachement Oui, également. et oui, oui, oui. Euh,
Et pour trancher tout cela, eh bien, on doit traverser des pratiques, des méthodes, mais c'est pas juste. On n'est pas dans le bien-être là en fait, hein. Ouais, ouais, ouais. Moi, quand on me dit ah, toi, t'es bouddhiste, t'es tranquille, ta vie, tu mets. Non, non, Ah non, oui, le ah bouddhisme, oui, c'est pas quelque chose de vraiment tranquille. Le bouddhisme, c'est se retrousser les manches tous les jours et labourer son propre terrain. et oui, Et c'est pas tranquille tous les jours et oui, c'est pas. oui, Le bien-être, il est de par l'attitude que l'on construit, mais dans le travail à faire. Le bien-être, c'est le spa, c'est des vacances à Bali, le hamac, ça c'est du bien-être, oui, ou un massage. Mais le travail sur soi-même, c'est pas forcément du et bien-être. oui, non, c'est sûr. Il faut, C'est oui, pour il faut ça pas que se ça fait tromper. peur. C'est bien ça qui fait peur à beaucoup de personnes. Et c'est d'être face à l'inconfortable miroir et de se remettre en question, tout simplement. Et oui. Et Oui, d'aller. face à son miroir de l'âme, ça veut dire qu'on enlève son maquillage et on se rencontre tel qu'on est, et Oui, sans façade, sans sans maquillage, phare. quoi. Sans Et, phare, oui. et oui. Oui, Et là, eh ben, et donc là, on peut parler d'authenticité. et oui. Et c'est là qu'on parle d'authenticité. Et ils sont là, comme tu disais, pour déconstruire ces projections que l'élève va avoir aussi avec après la dimension invisible. C'est-à-dire que comme l'élève est avec son maître, ben, il aura le même rapport avec le divin, avec, selon ses croyances. Oui, c'est ça, et c'est bien que tu parles de mot projection, parce que c'est un peu comme dans la vie, ça c'est la relation au maître, mais un peu dans la vie un peu plus ordinaire de monsieur et madame tout le monde, il y a deux notions qui sont essentielles à vérifier quand on ouvre une rencontre, comme dans un couple par exemple, c'est la projection et l'attente. Si on est dans une attitude d'attente et de projection, forcément, à un moment donné, il va y avoir des déceptions. Forcément, hein, puisque c'est deux perceptions qui se rencontrent différentes, il va y avoir des déceptions. Donc, on n'est pas là pour être dans la projection, dans une entente, mais c'est une relation authentique qui est basée sur la reconnaissance d'un savoir que l'on rencontre et accepter le fait que ce savoir que je rencontre vienne modeler, vienne transformer, vienne transmuter mais ma façon ordinaire de penser, ma façon ordinaire d'agir et surtout de réagir, hein. Et par contre, le maître authentique, en tout cas le maître qui est maître, enfin, qui est maître, qui a cette, à qui on transmet cette autorité-là. Moi, je dis régulièrement à mes élèves, il n'y a qu'une seule personne dans ma vie, et pourtant, toi, c'est l'année de mes 63 ans, je vais faire. Donc, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Je suis quelqu'un qui sait décider tout seul des choses, hein. J'ai des enfants, des petits-enfants. Ma vie, je l'ai bien organisée, je pense. Mais c'est la seule personne à qui j'ai délégué la capacité, le pouvoir de me dire ce qu'il a à me dire sans que je le remette en question. Alors ça peut paraître bizarre hein, dans le monde ordinaire. Je suis pas naïf, je suis pas, mais parce que j'ai une confiance absolue. Mais elle a été vérifiée et revérifiée. Et depuis que j'ai déposé cette attitude-là, ma vie intérieure, donc ma vie forcément extérieure, a complètement changé. Je me sens jamais je me suis jamais senti aussi fort, aussi inébranlable dans ma vie que maintenant. Alors que j'ai fait des sports, j'ai fait du rugby, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, j'étais beaucoup dans la dualité, en pensant il faut s'opposer pour être fort, etc. Mais non, la grande force vient dans cette capacité de s'abandonner complètement. Mais ça ne veut pas dire devenir esclave de qui que ce soit, au contraire, ça veut dire reprendre une autonomie complète grâce à cette capacité de m'en remettre Oui. à un processus plus grand que moi Une et qui va humilité, ça. m'apporter, qui va Oui. me nourrir. Et ça demande une grande humilité aussi. Ah ben, là, tu as trouvé le mot qu'il fallait. Ça Mm. demande une humilité absolue parce que la grande force, c'est l'humilité. Et on le voit bien, ceux qui savent, ouais, on caricature les sages dans les films, ils parlent pas beaucoup, hein. Oui. Ils ont la connaissance, mais ils expriment pas. Ils sont jamais dit je sais. Par contre, ceux qui parlent en disant oui, je sais, moi je vais Oui, vous oui, expliquer, oui, oui. il vaut mieux se méfier des C'est sûr. personnes qui disent je sais que celui qui dit rien Oui. et on appelle ça l'humilité. Et Mm. l'humilité est un grand signe de savoir et d'authenticité, l'humilité. Oui.
Merci Denis. Vraiment. Je te propose une dernière pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après. À tout de suite. Mm. Myriam avec vous pour une inspiration du moment avec Zangpo. Zangpo, donc Denis Malice, notre cher ami et invité régulier qui nous partage chaque mois une inspiration issue notamment de son dernier livre, Méditation, la simplicité d'être. Alors Denis, on était en train d'explorer la relation maître-élève et particulièrement ta relation à toi avec Shotpa Lama Rinpoche, qui est la plus belle chose. Tu nous en parles d'une manière que j'entends rarement des personnes, et pourtant j'interviewe beaucoup de personnes, mais qui en parlent comme toi. Tu as vraiment cette facilité, cette simplicité qui te caractérise pour en parler et qui fait que tout d'un coup, ça devient quelque chose de tellement pur et de tellement beau. Voilà, et on parlait de l'humilité qu'il fallait avoir pour accepter de s'en remettre à cette, entre guillemets, autorité spirituelle. Et moi, j'avais envie de te parler aussi de cet autre écueil qui pourrait être l'idéalisation. On parlait des attentes et des projections. Si quelqu'un est dans une idéalisation excessive d'une autre personne, qu'il va considérer comme un maître, est-ce qu'il n'y a pas danger? Oui, alors, bien sûr, non, c'est bien que tu dises cela, parce qu'en fait, on n'est pas là on ne vénère pas quelqu'un, on n'est pas là pour vénérer quelqu'un, mais on est là pour être à l'écoute de ce qu'elle va nous révéler, nous faire révéler, et ça change tout. Donc, l'idéalisation excessive, c'est bien. De toute façon, l'idéalisation, c'est déjà excessif. Pour moi, c'est quasi un pléonasme. Bien sûr que c'est une source d'échecs, d'échecs. Moi, je suis pas, j'idéalise pas mon maître, mais c'est une vraie relation d'amour. C'est pas pareil. On n'idéalise pas son. Enfin, si on commence à idéaliser sa femme ou son mari, son conjoint ou sa conjointe, c'est une source de difficulté plus tard. On n'est pas là pour idéaliser, on est là pour aimer. Aimer, ça veut dire quoi? Dans le sens basique fait, ordinaire, c'est souhaiter le bonheur de l'autre. Hein, et je vais, à mon niveau, participer à ce que l'autre soit heureux et vive le bonheur. Et avec le maître, c'est un peu pareil. C'est une vraie relation d'amour. Je sais, je reconnais ce qu'il me transmet, ce qu'il me donne. Et moi, en retour, il y a un mot qui est très mal compris aussi en Occident, c'est le mot dévotion. Moi, j'ai appris la dévotion, par exemple, en osant me mettre à plat ventre au sol. Ça veut dire que c'est un yoga, hein, c'est un yoga tibétain qu'on appelle la prosternation. Oui. J'ai accumulé beaucoup de prosternation et j'en accumule encore beaucoup. D'ailleurs, je crée des ateliers toutes les semaines de prosternation. Les gens sont très surpris. Ça veut dire, c'est un yoga où on va au sol, on se relève, on va au sol, on se relève avec soit un mantra, soit une pensée bien spécifique. Et c'est un acte d'humilité parfait. Ça veut dire que je m'en remets complètement. Je m'en remets complètement. Et si on ose accepter s'en remettre complètement, pareil, je reprends ce terme d'autorité spirituelle, mais on peut s'en remettre, je sais pas, moi, ça peut être de façon laïque, hein, à la terre-mère, à qui on veut. Hein. Euh, il y a je ne sais pas par quel procédé, mais en tout cas, ça fonctionne. Pour moi, ça a fonctionné à 100%. Et pour beaucoup de personnes qui me suivent maintenant et qui ont ouvert le processus de la prosternation, n'en reviennent pas. Juste pour ouvrir cet espace je m'abandonne et ouvrir cet espace, j'allais dire, un peu plus loin avec le maître de la dévotion. La dévotion, c'est un acte d'amour inconditionnel, mais qui n'est pas aveugle, qui n'est pas soumis à de la naïveté. Hein. C'est vraiment très structuré. D'ailleurs, le maître nous dit toujours, la première chose qu'il nous dit, soyez toujours vigilants. Maintenez votre vigilance aiguisée, toujours, toujours, toujours. Mais c'est pas une vigilance enfermante. Soyez vigilants, mais avec toujours de façon détendue et spacieuse. Ça veut dire, ayez une attitude détendue, spacieuse. Ça veut dire, je suis prêt à accueillir ce qui vient dans ma vie, mais par contre, je suis vigilant sur toute chose. Et ça, c'est magique que le maître nous dise, soyez toujours vigilant, parce qu'il nous demande d'être vraiment en état d'alerte permanente.
Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de danger si de façon saine, je m'en remets à une personne à qui j'ai reconnu des capacités et des vertus spirituelles. En fait, c'est très égoïste, hein. Pourquoi je suis mon maître? Parce qu'il m'apporte tout ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire la clarté de l'esprit. C'est très égoïste si je reconnais ça. Mais par contre, mon égoïsme, j'essaye de le transformer et j'essaye, moi, de lui apporter, eh ben, je le sers, je le Être à son sers. Et service. qu'est-ce qu'on a? À son service, au service du maître, au service du dharma. Et quand tu as parlé que j'ai le centre de pleine conscience à Perpignan, c'est pas moi, hein, à la base, c'est Jean-Philippe et moi-même, avec la vision du maître. Donc, on a créé un centre à Perpignan, et avec la vision du maître, on a créé ce centre maintenant à Rivelles, dans l'Aude, à la frontière de l'Aude et de l'Ariège, où on fait un centre bouddhiste Ah de oui, yoga, de méditation. oui. Mais c'est la vision du maître. Et nous, avec Jean-Philippe et d'autres, hein, Laetitia, Stéphanie et tous les amis qui suivent, on est des serviteurs du Dharma, hein, on est des serviteurs de cette notion des enseignements de Bouddha, hein, mais on sert le Dharma à travers le maître. Oui, oui. Voilà. Mais À c'est travers. ma plus grande richesse. Eh Moi, je oui, veux eh rien oui, d'autre. eh oui. Et puis, alors, est-ce qu'à un moment donné, au stade où toi tu en es, ou au stade où en sont certains élèves, quelles que soient les traditions, il semblerait que l'élève a tellement grandi que qu'après il y a une sorte de fraternité qui s'installe et justement voilà, c'est pas que ça s'inverse, mais c'est qu'il y a beaucoup plus de complicité, de fraternité et l'élève devient lui à son tour en train d'attirer des personnes qui viennent le voir, et même s'il ne se considère pas comme un maître, mais bien obligé de constater qu'il devient lui-même à son tour un maître. Et c'est une chaîne qui se continue. Qu'en Oui, dis-tu? alors, ce que tu dis, oui, moi je le vis, hein, enfin, malgré moi, parce que j'ai rien demandé, hein, donc je m'aperçois qu'effectivement, les gens me sollicitent de plus en plus. J'ai la chance d'avoir des séances de yoga, de méditation où la salle est toujours bien remplie. Donc il y a une confiance qui s'est créée entre les élèves et moi-même. Mais par contre, c'est les bienfaits ben oui, c'est juste un fruit qui est dû au fruit que m'a déposé mon maître. Et moi, les fruits que je peux faire fructifier, hein, de façon très humble, mais par contre le plus sincère que possible, ben, j'essaie d'en faire bénéficier les autres. Et ça, c'est magique. Alors après, avant d'appeler la notion de maître, en tout cas en ce qui me concerne, il y a encore quelques vies à passer. En tout cas, un ami de confiance et quelqu'un qui peut inspirer, à qui Oui, on peut déposer ses faits de vie, oui, ça, je veux bien, par contre. oui, oui. Bah, c'est toujours, Ouais. voilà, toujours l'humilité dont tu fais preuve Et non, non, et mais la c'est la sincérité, simplicité. c'est pas de la fausse humilité, c'est vraiment, je le pense vraiment, parce que le chemin est long et il faut jamais se croire arrivé, hein, Oui, parce oui, que là, c'est le piège. Donc, il faut toujours pour apprendre de nouvelles connaissances, il faut toujours revider le verre, toujours. Et là, on peut le remplir. Si on vient quelque part avec le verre rempli de connaissances, à un moment donné, voilà, le processus évolutif risque oui. de se, de s'arrêter. Mm. Eh bien, merci Denis. Je sais que ton temps est précieux et il est compté. Et tu dois rejoindre justement Shotpa Lama Rinpoche, avec qui tu es en train de travailler dans ce centre bouddhiste à Perpignan. Non, tu es dans l'Aude, là. Là, je suis dans l'Aude, on Dans a une l'Aude. réunion avec l'architecte parce qu'on est en train Voilà. voilà, de mettre en place ce centre pour accueillir des personnes, des stages, des séminaires, Eh des oui, retraites, etc. Donc, on est en eh plein oui. travail. Et le maître est non seulement un ingénieur, mais il est aussi maçon, il est jardinier, il est cuisinier, parce qu'en fait, on a un maître qui est d'activité et qui est tout à la fois, Eh oui. mais qui est avant tout notre maître. Mais il participe à tout. Eh bien, tu le salues bien de notre part. Et voilà. Et en tout cas, encore un grand merci, Denis. Et quant à moi, ben, Merci. je te donne rendez-vous pour la 5e inspiration du moment, ben, le mois prochain. Voilà. Et Merci Myriam, pardon, tu as parlé beaucoup de moi en fait, mais moi je voudrais te retourner l'inspiration que tu es, en tout cas pour moi, parce que en face de moi, et les personnes qui écoutent le podcast m'ont dit, mais Myriam, là, elle est vraiment surprenante, elle est vraiment
complètement impliquée en ce qu'elle fait, mais de façon très... je ne me rappelle plus le terme que l'on m'a dit, mais c'était très très joli. C'était vraiment un très très joli compliment envers toi. Et merci de cela. Merci de le Ça faire me touche. avec ton cœur. Ça me Ouais, touche. vraiment. Merci Denis. Mm. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre bulle de sagesse. Belle semaine à tous.